Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, présente Livrez-vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Livrez-vous avec aujourd'hui une question. Comment critiquer le pouvoir par d'autres moyens que ceux de la politique ? Comment représenter le pouvoir quand on est écrivain, cinéaste et journaliste et qu'à travers le pouvoir, c'est l'héritage monarchique que l'on questionne. Pour répondre à ces questions, 3 invités vont me rejoindre ici, dans l'annexe de la Bibliothèque du Sénat aujourd'hui. Le premier est l'écrivain Patrick Rambaud, de l'Académie Goncourt, qui fait paraître aux éditions Grasset Emmanuel le Magnifique, le dernier volume de ses chroniques facétieuses sur les présidents de la République française. Viendra ensuite le cinéaste Pierre Scholler, qui avait réalisé en 2011 l'exercice de l'État et qui a signé à l'automne dernier Un peuple et son roi, une fresque romanesque qui donne à voir à l'écran les prémices de la démocratie et la révolution à hauteur d'homme. Il sera rejoint ensuite par la journaliste grand reporter au Monde Ariane Chemin, qui se trouve à l'origine de l'affaire Benalla. Mais d'abord, place à la satire. Bonjour Patrick Rambaud. Bonjour. Bienvenue ici au milieu des livres. Ça ne me change pas beaucoup. C'est ça, vous qui en avez tant écrit, tant vendu aussi. Qui en attend chez lui aussi. Vous avez une bibliothèque aussi grande que celle-ci ? À peu près 20 000 quand même. 20 000 ? Oui, je ne peux plus marcher, en marchant billet chez moi. Plus la documentation pour ces livres-là, c'est effrayant. Vous avez reçu le prix Goncourt en 1997 pour vrai. un ouvrage qui s'appelle La Bataille, inspiré d'un projet de Balzac. On vous doit beaucoup de romans, de parodies, des textes sur le journalisme, des textes sur la grammaire et ces chroniques politiques sur d'abord Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Les chroniques sur le règne de Nicolas Sarkozy se sont vendues à près de 100 000 exemplaires. Est-ce que vous expliquez un tel succès par une demande de la part des lecteurs d'une critique du pouvoir ? Mais c'était pas ça. Au début, quand j'ai vu Sarkozy apparaître sur l'écran, j'ai été effrayé, comme beaucoup de gens. En 2007 ? Oui, j'ai marché beaucoup dans Paris. Je me dis, il faut faire quelque chose. La seule chose que je puisse faire, c'est d'écrire un livre. Donc j'ai cherché par quel biais le prendre. Et j'ai repensé à André Ribaud dans Le Canard enchaîné, en 1960, qui avait écrit La Cour, que je lisais régulièrement à l'époque. Et donc je me dis, faisons pareil. J'ai proposé à mes camarades de chez Grasset, faisons pareil. Essayons de refaire un truc un peu décalé. Il suffit d'en mettre des perruques pour qu'il soit ridicule et que de ce décalage naisse au moins un sourire, peut-être du rire. Mais le but, c'est pas forcément de les rendre ridicules. Non, c'est de créer ce décalage pour les remettre dans l'ancien temps en parlant du temps actuel. Alors pour le dire en vos termes, on a Emmanuel le Moderne qui succède à François le Mou, lequel avait pris le trône de Nicolas le Teigneux ou Nicolas le Fripon. On sent tout le goût littéraire derrière les sobriquets. Comment vous choisissez ces surnoms ? Mais écoutez, nous avons un lot d'adjectifs considérable en France. Il suffit, en fonction de la situation, d'en trouver un. C'est pas très compliqué, il y en a beaucoup. Et sur un peu de vocabulaire, ça peut aider. D'autant que les rois de France étaient eux aussi affublés d'un adjectif. Ah oui, Louis VI le Gros, Charles le Chauve. Bien sûr, ils avaient tous un surnom. Mais quand vous faites ça, vous comparez les présidents à des rois, à des monarques. Mais c'est ça, la Ve République, c'est ça, c'est une monarchie républicaine. De toute façon, Ah bon ? tout le monde le dit depuis tout le temps. Mais quand Ribaud écrit La Cour, c'est Louis XIV, c'était De Gaulle. Avec en plus des dessins de Moisan qui étaient remarquables, qui accentuaient ce côté-là. C'était remarquable. Alors, c'est le dernier volume de cette saga littéraire et romanesque. Est-ce que c'était un passage obligé de parler d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'il vous inspirait particulièrement ? Mais c'est obligé. Non, je prends tous les souverains. C'est le 9e volume. Donc, après celui-ci, après celui-là, pouf, il y en a un autre. Et allons-y, racontons son histoire. Mais il était beaucoup plus difficile à faire que les autres. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'a pas une tête de caricature, lui. Le premier, je me suis aperçu, en écrivant le premier, que, par exemple, Sarkozy marchait comme un pigeon. Je vois un pigeon passer sur le trottoir, il marchait comme Sarkozy. Donc, il y avait déjà un petit côté caricatural. Hollande, c'est pareil, on l'appelait culbuto. Et lui, non, aucun humoriste n'arrive à vraiment le représenter convenablement. Il n'est pas drôle. Ça, c'est ce que disent beaucoup de dessinateurs, mais vous l'expliquez comment ? Qu'est-ce qu'il a dans son physique qui le rend si peu représentable ? Il ressemble à Boris Vian, donc il n'est pas forcément antipathique. Et il manque d'antipathie, visuellement. Donc c'est très difficile de faire rire avec lui. Moi, je ne cherche pas à faire rire à tout prix. Ce n'est pas mon objectif. Mais comme c'est une satire, il y a un côté qui doit être un petit peu léger
et drôle tout de même. Alors vous dites satire. Pourquoi est-ce que c'est pas juste une parodie ou un pastiche qui sont des genres auxquels vous êtes adonné? C'est quoi une satire? Non, pastiche, j'ai jamais fait de pastiche parce que c'est un exercice d'admiration de pastiche. Pastiche, c'est Proust, c'est pastiche Flaubert. Bah oui, vous avez lu, Proust, ça commence par du vrai Flaubert, il fait du vrai Flaubert, puis la phrase s'allonge au bout d'un moment, s'allonge, et donc c'est là où on peut dire que Proust, c'est Flaubert plus de l'asthme. En gros, c'est ça, quoi. Son rythme. Pourtant, il fait des phrases très longues. Mais oui, mais de plus en plus longues. Bah oui, mais avec des parenthèses, il reprend sa respiration tout le temps. Donc, le pastiche, moi, j'ai jamais fait ça. Les parodies, j'en ai fait pas mal. On a commencé au Journal Actuel à faire des parodies déjà de journaux. Et puis après, on a continué avec mon cousin Michel-Antoine Burnier. On a fait toute une série de parodies. Et moi, après, j'en ai continué. Comme un ouvrage sur Roland Barthes où vous détournez le jargon de l'auteur. Oui, c'est un langage proche du français qui n'est pas vraiment du français, oui. Mais là, c'est une satire. Et ça, c'est une satire, c'est pas le même genre. Alors, qu'est-ce que c'est une satire? Une satire, c'est une critique des mœurs du temps. C'est là, j'ai amené dans mes bouquins, vous verrez. Vous nous direz après, les oui. satires d'Horace, c'est le maître de la satire. Mais il raconte Rome, comment les gens vivaient à Rome, il raconte une auberge, il raconte plein de choses. Donc on peut parler des mœurs du temps avec un air légèrement narquois, mais pas forcément, c'est pas obligé. Donc là, j'ai fait ça naturellement. Mais le but, c'est de faire rire ou c'est de... Non, le but, c'est de... montrer il y a un message politique? Non, c'est d'essayer de faire comprendre comment les choses se passent et comment les gens vivent et quelle est leur mécanique. Voilà, c'est ça qui m'intéressait là. C'est pour ça que je l'ai repris au début, lui. Au début de son enfance? Ah, dès son enfance. Et vous le présentez tout de suite comme un enfant seul? Mais c'est vrai, il est solitaire. Coupé du monde. Il est encore solitaire, d'ailleurs. Il est resté solitaire, c'est son grand problème. Il est entouré d'un gouvernement aujourd'hui. Mais il est tout seul. Moi, je rêvais d'une cour comme pour les deux autres. Il y avait des courtisans idiots, il y avait des tas de sortes de gens qui se manifestaient. Mais là, il est tout seul. Ces courtisans, on ne les voit pas. Il y en a forcément, mais ils sont transparents. Ils n'ont pas d'existence propre. Je rêve qu'il y ait une cour. Mais alors, vous les décrivez quand même de manière très drôle dans cet ouvrage. Quand même une sorte de cour de cette fracassante majesté, c'est ainsi que vous l'appelez. Ah, peut-être, oui. Il y a le duc du Havre. Oui. Alias Édouard Philippe, en premier valet de chambre. Il y a l'incontournable princesse Brigitte, les ducs de Forcalquier, c'est Castaner, les ducs de Lyon, Colomb, le duc de Pau, Bayrou, le baron du Finistère, Ferrand. Et vous mettez en fait une sorte de... Alors là, ça prête vraiment au rire, parce que vous voyez qu'à travers les noms, en fait, c'est tout un portrait différent de ces personnages qu'on connaît bien, que vous proposez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit de remettre une perruque et tout change. Et on comprend plus de choses. Pourquoi on comprend plus de choses? Parce qu'on se reporte à l'ancien temps et on regarde ça d'une façon, avec distance. Oui, mais alors justement, l'ancien temps, quand vous considérez le président comme un monarque et que vous décrivez son gouvernement comme une cour, pourquoi vous avez besoin de ce détour par l'histoire pour analyser ce qui se passe aujourd'hui? Parce que j'aime bien l'histoire et c'est toujours à cause de ce fameux décalage qui explique beaucoup de choses. Qui explique quoi? Il explique, vous voyez mieux les choses, bizarrement. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on vous lit? Parce qu'on rit, certes, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le mécanisme du pouvoir autour du souverain, bien sûr. Le mécanisme du pouvoir, mais aussi peut-être sa personnalité. Vous le proposez. Alors, dès la couverture, vous présentez Emmanuel Macron, on se demande s'il ne ressemble pas un peu à Napoléon en réalité. Ah non, pas du tout. C'est un tableau de Velázquez sur l'infant d'Espagne. Oui, le tableau lui-même. Oui, et là, on voit sur un cheval avec un chapeau, on pense à Napoléon. Non, il ne ressemble pas du tout à Napoléon. Il a une seule chose qui le rapproche de Napoléon, c'est qu'il a les yeux bleus, c'est tout. On oublie que Napoléon avait les yeux bleus, par exemple. C'est tout, c'est le seul rapport. Et alors on trouve dans ce livre donc l'enfance d'Emmanuel Macron. Vous attardez sur les années de formation du prince pétulant, l'influence des jésuites. Ça c'est très important. Vous montrez que les jésuites ont son éducation a été beaucoup formée par les jésuites. Oui. On explique comme ça le en même temps. Les jésuites étaient connus pour ne pas avoir d'opinion tranchée et toujours essayer de faire la part des choses. Oui, et en même temps, c'est ça. C'est ce qu'on disait sur lyonnaise quand j'étais petit, que j'entendais beaucoup. C'est le jésuite qui demande son chemin. Et on lui dit, mon père, vous ne pourrez pas trouver, c'est tout droit. C'est ça, en fait. Ils sont en même temps et en même temps. Donc, dès que j'ai entendu le « et en même temps », j'ai pensé aux jésuites, où il a été pendant des années, quand même. Un lycée d'Amiens qui est jésuite. De formation, il est jésuite. Il est en même temps bienveillant et autoritaire, comme les jésuites. Il est bienveillant avec les gens qu'il faut évangéliser, qu'il faut convaincre. Ce qu'il a fait, il adore ça. Là, regardez, récemment encore dans les débats, il adore ça, c'est son exercice préféré, essayer de convaincre et d'amener à soi. Donc il y a une bienveillance, et autoritaire avec les siens, toujours.
Et les jésuites sont stricts. Quand il vire général de Villiers, c'est ça. Il doit obéir, les siens doivent obéir. Mais on sent une forme de... Vous parliez de bienveillance. Alors peut-être pas de bienveillance, mais vous êtes moins dur avec Emmanuel Macron qu'avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Parce qu'il est moins ridicule, a priori. Et parce que, oui, je n'ai rien contre lui. Il est plutôt sympathique quand on le rencontre comme ça. Vous dites humainement, là? Oui. D'ailleurs, vous l'appelez le magnifique. Le magnifique, c'est quoi? C'est Gatsby, le magnifique? C'est entre Gatsby et Laurent de Médicis, oui. Ouais. Ah oui, entre les deux. Vous l'entendez de manière ironique, magnifique? Non, c'est un titre comme vous disiez, comme on disait tout à l'heure, Charles le Chauve ou Louis le Gros, c'est pareil. Oui, mais c'est pas anodin d'avoir choisi magnifique. C'est pas anodin parce que j'ai pensé à Gatsby et j'ai pensé à Laurent de Médicis, oui, bien sûr. Et donc, il y aurait plus de sympathie de votre part envers ce personnage? C'est pas simplement parce qu'il est plus difficile à caricaturer, c'est que vous dites, bah non, en fait, il me semble plus intéressant comme personnage, mais c'est un personnage également décalé, lui. De naissance, il est décalé. Il n'a jamais eu les goûts de son époque. Il n'aimait pas trop les enfants quand il était enfant. Et après, il écoutait des choses, par exemple, il a eu pour l'anniversaire, il a eu l'intégrale de Jacques Brel. C'était assez rare dans les années 80-90. Donc il avait des goûts d'avant, toujours. Il n'est pas en phase avec l'époque. Ce qu'on a remarqué plusieurs fois, d'ailleurs. Ce qu'on lui reproche beaucoup. Ce qu'on lui reproche beaucoup, mais il est né comme ça. Et ça explique ce qui se passe en ce moment, vous pensez, avec la révolte qui c'est très possible. C'est très possible. Mais ce qui est intéressant un peu chez lui, c'est que c'est le premier président électronique. Il n'avait pas de parti, rien du tout. Il est sorti de rien. Pas vraiment, mais quand même. Et les Gilets jaunes se fixent sur son modèle. C'est pareil. Les Gilets jaunes, c'est pareil. C'est une révolution Internet aussi. Sans les réseaux sociaux, il ne serait rien. Mais il se calque peut-être plus sur ce qu'on appelle les printemps arabes, qui ont tous raté, sauf la Tunisie, qui est déjà un peu fragile. Mais sinon, c'est une révolte électronique aussi. Donc il y a un rapport entre les Gilets jaunes et... Oui, mais justement, et vous proposez ces chroniques sur les souverains, les présidents, et on aurait envie de lire la même chose du côté du peuple. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Non, mais ce serait aussi fascinant d'avoir une espèce d'épopée du côté des Gilets jaunes, du côté du peuple. Oui, mais ce ne sera pas une satire à ce moment-là, ça serait différent. Il faut des personnages typés. Il y en a aussi chez les Gilets jaunes. Oui, mais ils seront dans le prochain volume. Ah, il y a un prochain volume. Et j'annonce à la fin. Ouais. Ce sera le temps des orages arrive au moment où je m'arrête. Parce qu'il faut aussi, là, il faut un temps d'arrêt, il faut un petit peu de distance quand même pour voir tout ça. Et dans le prochain volume, on verra quoi, le comte Benalla? Ça commence à Benalla. Ça se casse, claque d'un coup en juillet 2018. Tout d'un coup, tout se renverse. C'est-à-dire tout ce qu'on lui reprochait, on lui pardonnait la première année, lui est reproché la deuxième. Tout se retourne. Et ça, c'est intéressant comme phénomène. Alors, les Gilets jaunes, bien sûr, les Gilets jaunes, il y aura des Gilets jaunes. Vous écrivez à la page 50 de votre livre, en parlant du prince, par sa gestuelle et par son phrasé, on avait l'impression d'entendre un roi. N'avait-il point dit que les Français regrettaient d'avoir guillotiné Louis XVI et que même en République, ils avaient la monarchie et respectaient l'apparat que l'être suprême de Robespierre prolongeait d'anciennes cérémonies de la couronne? Ah oui. En fait, là, vous parlez du peuple français plus que de Macron. Finalement, cet héritage monarchique, il innerve toute la société française. Ben oui, la fête de l'être suprême de Robespierre, qu'est-ce que c'est? Et le sacre de Napoléon, c'est grotesque. Finalement, c'est aussi ridicule que le sacre de Bokassa, presque. C'est plus fastueux. Mais oui, bien sûr. Donc vous pensez que le peuple français lui-même reste un peuple monarchique? Il y a un goût de la cérémonie qui est assez fort, quand même. Bah oui. Que voulez-vous que j'y fasse? J'observe et je raconte. C'est tout ce que je peux faire. Et vous critiquez aussi un peu? En racontant. On n'est pas forcé de raconter en ennuyant. Alors, si on peut s'amuser un petit peu en passant, pourquoi pas? Parce qu'il y a un grand pouvoir aussi de la critique. On critique le pouvoir, mais ceux qui critiquent ont aussi du pouvoir. Oui, moi, je ne suis pas critique à forcener. Je raconte. Voilà ce que je vois et je vous le raconte. Alors, un autre écrivain, cinéaste qui raconte, c'est le cinéaste Pierre Scholler qui va nous rejoindre dans un instant. Lui aussi, il peint le pouvoir pour mieux le représenter et sans doute le critiquer, et surtout à travers le pouvoir du roi. C'est ce qu'il va nous dire dans un instant. Voici, pour l'accueillir, un extrait d'Un peuple et son roi, Saint-Just, joué par Nils Schneider. La parole est au citoyen Saint-Just. Je dis que le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu'à le combattre. De peuple à roi, je ne connais pas de rapport naturel.
Les citoyens se lient par le contrat. Le souverain ne se lie pas. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir. Détrompez-vous, monsieur Saint-Just. Juger le roi serait la moindre des dignités. Il opprima une nation libre. Il se déclara son ennemi. Il abusa les lois. Il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, des Tuileries. Quel ennemi, quel étranger nous a fait plus de mal? Bonjour Pierre Schoeller. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes l'auteur au cinéma de ce qu'on pourrait appeler une trilogie de questionnements politiques. À Versailles en 2008, l'exercice de l'État en 2011, Un peuple et son roi, à l'automne dernier. Oui. Et là, donc, vous revenez sur le moment révolutionnaire. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce retour en arrière chronologiquement? Alors le retour en arrière, il est pour aller chercher quelque chose qui s'était peut-être perdu, qui était une énergie politique habitée par le peuple et par la communauté, la population. Et aussi, à un moment donné, d'invention politique, très fort, très puissant. Si puissant qu'il fait peur, qui est le temps des premières années de la Révolution. Et c'est aussi un retour sur nos origines, puisqu'on revient à ce bascule politique d'une monarchie constitutionnelle qui essaye de tenir sur ses deux jambes et qui bascule en république. Mais est-ce que vous pensez, comme Patrick Rambaud, qu'il y a cet héritage monarchique qui pèse sur les épaules et du peuple français et du gouvernement français? Alors, je vous ai entendu tout à l'heure, je pense que les ors de la République, ce maintien des palais, ce maintien de l'imaginaire, de la figure du souverain, et je pense quand même sert plus le jeu des puissants que des dominés. Et donc je pense que c'est un héritage qui construit l'imaginaire des puissants. Qui est revendiqué par ce que vous appelez les puissants, les gouvernants. Voilà. Plus que par le peuple. Et qui est intrinsèquement aussi habité dans la Ve République. Mais ce qui est normal, le peuple n'a pas forcément intérêt à être en monarchie quand un souverain a plus intérêt à l'être. Mais pourquoi distinguer le peuple et les gouvernants ou les députés? Les députés sont des émanations du peuple et sont là comme individus du peuple français aussi. Tout simplement, il y a une délégation. Et donc, c'est-à-dire que vous voyez, c'est quand même très important parce que la question qui est derrière est celle de la souveraineté politique. Où elle se situe? Est-ce qu'elle est dans des anciennes figures qu'on essaye de maintenir ou est-ce qu'elle est dans une réalité politique avec un fonctionnement politique qui serait basé sur la figure de la citoyenneté, par exemple? Mais les moments que vous avez choisi de montrer dans ce film, dans Un peuple et son roi, font penser à ce qui peut se passer en ce moment, même si lorsque le film est sorti, c'était pas encore le début des Gilets jaunes, mais il y a comme un effet d'annonce, c'est assez surprenant. Il y a un effet d'annonce très surprenant. Je ne voyais pas du tout venir parce que, en fait, que j'avais été, à un moment de la sortie, j'étais pas mal questionné sur cette notion de peuple, parce que mettre le peuple dans un intitulé peuple et son roi sur un film sur la Révolution, il y a quelque chose de... La notion de peuple et de politique est aujourd'hui quelque chose à la fois de passionnante, de pertinente, de forte. Mais je ne pensais pas du tout à une analyse de la vie politique d'aujourd'hui ou de ce qu'on vivait. Je pensais vraiment à me concentrer, à rendre présent ce passé, ce temps révolutionnaire. Et ça a été très très frappant de voir que tout d'un coup... là où il y avait une grande gêne de la part de ceux qui essayaient de discourir sur le film, sur cette notion de peuple politique, et le peuple politique a ressurgi de manière assez étonnante. Vous n'y pensiez pas du tout, et en même temps, que ce soit le livre de Patrick Rambaud ou votre film, ont des échos troublants avec l'actualité. Comment est-ce que vous procédez l'un et l'autre pour proposer vos travaux d'artistes, d'écrivains et de cinéastes qui peuvent certes fonctionner très bien sans ce qui se passe aujourd'hui, et pourtant il me semble qu'il y a quand même un regard assez précis. Patrick Rambaud. Toutes les comparaisons historiques sont fausses, de toute façon. C'est-à-dire que ça ne correspond pas. Les années 30, ça ne correspond pas du tout. Même la Révolution française. Il y a un petit truc qui ressemble quand même à la Révolution française, c'est qu'il y a de tout dans les Gilets jaunes. C'est pareil dans les foules de la Révolution. Pendant les massacres de septembre, il y a peu de massacreurs, finalement. Il y a un chapelier, un aubergiste, ce sont des artisans des faubourgs qui vont massacrer dans les prisons les suspects. Et qu'est-ce qu'on voit autour? On voit des gens qui regardent, qui n'empêchent pas,
qui regardent, ils n'approuvent pas, ils sont là, ils regardent, sans arrêt. Comme les gilets jaunes regardaient les autres gilets jaunes qui envoyaient des cailloux sur une voiture de police sur un quai de Lyon. Pareil. Là, on retrouve dans les comportements des choses, mais pas dans la comparaison historique. Vous pensez qu'il n'y a jamais de répétition, les événements sont toujours nouveaux. Ça se répète jamais. Ça se répète jamais, vraiment, non. Pierre Schoeller ? Non, mais tout à fait. Mais je pense que ce qui se joue aujourd'hui... par contre, il y a des formes, il y a des figures. Il y a des ressemblances. Voilà, il y a des choses anecdotiques, mais qui sont à la fois aussi signifiantes, comme par exemple l'attaque des péages. Oui. Fait directement écho à l'attaque des octrois la veille, les 2 jours avant la Bastille. Mais c'est pas ça on ne rejoue pas une révolution. Ça ne se rejoue pas une révolution. Ça, c'est dans l'acte. C'est dans l'action, c'est dans l'engagement, c'est des lignes de rupture très profondes qui agissent et qui redessinent le temps présent. Donc on peut pas, la Révolution française ne peut pas se rejouer. Par contre, ce qui court, c'est des demandes de droit. Ça, par contre, c'est assez étonnant. Souvenez-vous, par exemple, où on était il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on avait en tête il y a 1 an ? On avait en tête une autre demande de droit. L'affaire Weinstein, c'était... Voilà. Et c'est une demande de droit. Et il y a aussi une demande de droit dans le mouvement des Gilets jaunes. Et il y a sûrement d'autres choses qui se passent qu'on va découvrir, parce que c'est encore pas du tout un événement qui est fini. Alors quel lien entretenez-vous avec l'actualité ? Vous qui proposez des films qui paraissent... en tout cas, Un peuple et son roi remonte quand même dans le temps et semble déconnecté de l'actualité. Vous dites qu'il n'y a pas de lien. Quand même, vous observez la vie politique contemporaine. J'observe ce qui se passe et j'essaye de le vivre à mon échelle, plutôt comme un citoyen, quoi, comme quelqu'un qui s'intéresse à son temps. Vous voyez, j'essaye pas de décortiquer le jeu politique. Ça, c'est je pense que... Patrick Rambaud, c'est pareil. C'est pareil que toi. Simple citoyen. On fait exactement la même chose. Moi, je regarde et je raconte, c'est tout. Mais alors, quelle est votre méthode ? Comment vous procédez pour raconter cette fois-ci à travers les moyens que sont les vôtres, Patrick Rambaud ? Vous épluchez les articles de presse ou pas du tout ? Je lis toute la presse tous les matins. Oui. Voilà. Et puis après, on fait des dossiers sur les personnages ou sur les événements, et sur l'enchaînement des événements. Et après, on se dépatouille pour essayer de trouver les petits détails qui ont échappé à la plupart des gens. C'est ça qui compte, sur les détails, les attitudes. C'est important. Et vous aussi, Pierre Schoeller, c'était un nombre d'années énorme mais film. Sur ce film, c'est vraiment particulier parce que il y a eu beaucoup, parce qu'il y a un travail très très serré, très proche, très méticuleux, obsessionnel sur l'archive. Mais même sur l'exercice de l'État, par exemple, qui est le film d'avant, 2011, qui se situe dans un cabinet ministériel. C'est un monde fermé, c'est un monde ésotérique. Plus vous approchez, on est beaucoup plus dans les coulisses du pouvoir, l'exercice de l'État, puisque plus vous approchez du cœur du pouvoir, c'est les coulisses actives. C'est là où ça se passe, c'est là où les décisions se prennent, puisqu'on va même jusqu'au bureau du président à la fin du film. Donc c'est plutôt la salle des machines, c'est là où ça agit, ou là où ça n'agit pas, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de regarder les 2 dimensions. Et c'est un travail, en fait, qui est beaucoup plus facile si vous n'êtes pas partisan. Si vous n'êtes pas dans un jugement idéologique ou psychologique. Ça, c'est difficile, non ? Vous avez bien des opinions, un avis Écoutez, derrière vous, là, il y a les livres de Gustave Flaubert qui nous a appris à se déprendre de soi. C'est idéal. Idéalement, l'artiste se déprend de soi, mais c'est le travail d'une vie, non ? C'est une attitude. Ouais. Il a raison. Patrick Rambaud. On fait pas la même chose, à peu près. Oui, c'est pour ça que vous êtes invités ensemble, figurez-vous. Ensemble, c'est vrai, oui. Mais est-ce que vous considérez votre travail comme un travail critique ? Il y a dans la lucidité une critique de fait. Alors, quelle est-elle, cette critique ? Vous arrivez à le formuler ? C'est le fait de regarder juste les choses. Donc, c'est une critique qui montre. C'est ça, il y a cette neutralité, on retrouve ce que disait Flaubert. Le pouvoir a besoin de ses masques. Donc si vous commencez à gratter derrière les masques ou à rendre visibles les masques, vous ne faites d'autre que donner des incarnations au pouvoir. Et c'est le pouvoir en général ou c'est le pouvoir d'un souverain en particulier ? En général. C'est en général. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais non, mais c'est en général. Mais quand on pense à Saint-Just, que tu dis Saint-Just, quand on prend ses écrits politiques, qu'on les lit, elles se prolongent jusqu'à Pol Pot d'une façon extrêmement bizarre. Il y a des phrases entières qui collent au Cambodge.
Complètement, Cambodge. de Pol Pot. Et d'ailleurs, il a étudié. Bien sûr. Ils ont étudié la révolution. À la Sorbonne, C'était à la Sorbonne. Ouais, ouais. Mais après, on ne peut pas non plus dire que enfin, on peut en discuter, mais je ne pense pas que la conséquence ultime des thèses politiques de Saint-Just est le génocide. Non, mais c'est là où c'était D'autant que vous rappeliez appliqué. l'anachronisme de certaines Bien sûr, mais c'est là où comparaisons. ça a été appliqué. Comment est-ce que vous expliquez, Patrick Rambaud et aussi Pierre Scholler, notamment avec l'exercice de l'État, la demande du public pour ce type d'œuvre? Car elle est énorme. Alors, c'est très différent. Vous faites des chroniques, vous avez refusé de faire des chroniques pour en tout cas Un peuple et son roi. C'est pas du tout des chroniques. Donc la méthode est très différente. Et pourtant, dans les deux cas, il y a vraiment une demande. Patrick Rambaud, vous l'expliquez comment cette demande? Mais je ne sais pas. Quand j'avais fait un volume, j'ai dit, écoutez, on va voir si ça marche, si on peut refaire ce qui a été fait dans le Canard enchaîné en 1960. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Bon, on m'a dit, vas-y, fais-le quand même. J'ai dit, il y aura plein de livres sur Sarkozy. Mais ça fait rien, c'est un peu différent. Bon, c'était différent. Et ça a pris. Ouais. Alors pourquoi ça a pris, je n'en sais rien. C'est pas votre rôle en même temps de savoir pourquoi. Je n'en sais rien. Et après, j'ai été poussé par des lecteurs à écrire un deuxième volume, et puis un troisième, etc. Et j'en suis à 9. En faisant autre chose entre-temps aussi, quand même, pour ne pas devenir fou. Pour exagérer. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça s'est enchaîné. Et j'en sais rien. Je ne sais absolument pas pourquoi. Ça plaît ou ça déplaît. J'ai l'impression que les gens lisent mes bouquins en y mettant ce qu'ils veulent, eux. Oui. Parce que j'ai reçu une lettre d'une dame de 84 ans qui est furieuse parce que j'étais horriblement trop critique avec Emmanuel Macron, ce qui n'était pas mon intention. Je n'ai pas eu cette impression. Même quand on a sorti le livre, j'ai dit, tiens, il est quand même assez positif quand même, malgré mes critiques. Ça tombe très mal en ce moment, il est très mal vu. Mais pas du tout. Chacun met dedans ce qu'il veut. Pierre Scholler, je pense qu'il y a une forme de fascination d'aller dans les coulisses du pouvoir pour l'exercice de l'État, de passer de l'autre côté de ces murs qui généralement nous cachent nos représentants, et dans Un peuple et son roi, d'assister à la lente construction ou déconstruction d'un mouvement. C'est sans doute ça qui fait... qui rejoint le spectateur. Faire un film, c'est quand même une somme d'années de travail. Surtout que j'écris mes films, donc il y a un temps d'écriture, puis après le temps de fabrication du film. Et si ça ne me passionne pas, si ça ne me nourrit pas, c'est pas possible en fait. Donc je vais vers des sujets que je ne connais pas a priori, vraiment pas bien, et je travaille peu à peu l'imprégnation, la découverte, l'exploration. Et c'est très très étonnant qu'en fait, les films vous ouvrent des perspectives, vous ouvrent une manière aussi de mieux sentir le monde, et surtout sur le monde d'aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, c'est pas forcément un rapport de fascination. C'est un rapport d'observation et d'ouvrir des portes. Mais qui sont d'habitude closes. Les portes que vous ouvrez, qui sont celles de l'exercice du pouvoir. Oui, dans mais l'État. des fois, ces portes qui vous semblent closes viennent aussi des fois de vos propres inhibitions. Il faut aussi de l'audace de se mettre à égalité. Quand tout d'un coup vous êtes à la table de travail et d'essayer de faire une scène avec le président de la République qui est à une réunion, c'est très très compliqué parce que là il n'y a pas de trace. Comment ils se parlent, comment ils échangent, comment ils se positionnent. C'est la même chose sur Un peuple et son roi. Qu'est-ce qui se disait dans un atelier en janvier 90? On sait ce qui se dit à l'Assemblée, on sait ce qui se dit à la cour autour du roi. Mais qu'est-ce qui se dit dans une famille à ce moment-là? Comment écrire cette scène? Et elle est importante d'écrire cette scène aussi. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Non. Non? Vous ne pas faire. Justement, je vous posais la même question à Patrick Rambaud. On a envie d'avoir là une chronique différente. On parlait de l'affaire Benalla, des Gilets jaunes. Vous parlez de l'importance du peuple, de ce peuple. Un peuple et son roi, hein, c'est pas le peuple et son roi. Oui. Non, vous n'avez pas envie? Écoutez, c'est pas que évidemment j'en ai très envie, mais c'est un peu une équation économique qui fait que ça va être difficile de faire une suite. Bon, et vous, on attend donc comme d'habitude, oui. Monsieur Benalla dans votre livre. Alors, vous allez laisser votre place à Ariane Chemin, la journaliste Ariane Chemin qui va nous rejoindre dans un instant. Qui a déclenché l'affaire. Je demande exactement. Oui. L'affaire Benalla, dont il va être question. Je demande à chacun de mes invités de venir avec des livres de chevet. Patrick Rambaud, est-ce que vous voulez nous faire part de votre choix avant de nous quitter? J'ai pris ma filiation, en fait. J'ai pris les satires d'Horace.
Les satires d'Horace qui vous ont inspiré pour vos chroniques. Mais c'est remarquable. On le lit, on a toute la vie à Rome. Il raconte tout, quoi, on a tout. Et il décrit un portrait d'un emmerdeur. On le connaît, cet emmerdeur. Donc il n'a pas 22 siècles, le type. Il a vraiment... Il est d'aujourd'hui, complètement. C'est complètement contemporain. Et puis La Bruyère, pareil. La Bruyère, pareil, le caractère. C'est vrai qu'il y a un travail de moraliste Évidemment. derrière. Pareil, c'est la même chose. C'est également de la satire. Ouais. Et puis, pour se reposer après, je carrément Krishnamurti pour se désencrasser de tout ça. Et pour oublier un peu tout ce qui relève du pouvoir et qui est consternant, toujours. Mais tous les pouvoirs, que ce soit celui d'un président de la République... On va y venir, oui, il n'y a pas que le président qui a du pouvoir. Il y a un guichetier à la Poste, c'est pareil. On va continuer cette discussion avec Alain Chemin dans un instant. Merci beaucoup, Patrick Rambaud, d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Je vous rends vos livres. J'espère bien, j'espère bien. Repartez avec, il y en a déjà assez ici. Je vais ranger tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voici, pour accueillir Ariane Chemin, un extrait de l'exercice de l'État. En 2011, Pierre Schoeller. Ici, on a une discussion intime entre le ministre des Transports et son conseiller, donc Olivier Gourmet, et Michel Blanc. Gilles, donc le directeur du cabinet du ministre et proche conseiller, lui annonce qu'il souhaite démissionner. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre... Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher? Monsieur le ministre, nous sommes attendus... Tu es avec moi ou contre moi? À Matignon, dans une... Merde! Ce n'est pas quelques gars qui vous bousillez 10 ans d'une amitié comme la nôtre, pas toi, Gilles. Si toi tu fais défaut à l'estime, sur qui je peux m'appuyer, moi? Sur qui? Quelques gars? Oui, quelques gars. C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes. C'est ainsi que tu le vois, ce n'est pas ainsi que je le vois. Moi, je vois une amitié. Et cette amitié nous oblige, toi comme moi. Vous avez raison. Bonjour Ariane Chemin. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde. Vous êtes aussi écrivain. On vous doit notamment Mariage en douce, qui était paru en 2016 aux éditions Équateur sur le mariage de Romain Gary et Jean Seberg. Et vous êtes surtout en ce moment connu, on cite beaucoup votre nom, parce que vous êtes à l'origine de l'affaire Benalla. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui au Sénat. Le Sénat joue un rôle très important dans cette histoire, non? Oui, c'est vrai. Le Sénat est devenu punk. C'est-à-dire que tout d'un coup, les sénateurs parlent, on les voit partout. C'est devenu une sorte de série télé, de suivre. Enfin, quand on suit Public Sénat, c'est vrai qu'on a vu que cet été, tout le monde était scotché devant son téléviseur, quoi qu'on ait dit d'ailleurs l'Élysée, qui disait que ça n'intéressait personne. Et c'est vrai que jamais on a autant parlé du Sénat, au moment même, justement, où Emmanuel Macron parlait de mettre fin à cette institution. Et là, dans le cadre de l'exercice de votre métier de journaliste qui enquêtait sur un fait particulier, le Sénat joue le rôle du contre-pouvoir qui peut... Alors, il y a beaucoup de débats en ce moment, parce que certains ont dit mais le Sénat s'arroge trop de pouvoir, il ne ressemble pas ce n'est pas le Sénat américain, et les sénateurs répondent mais non, nous sommes là dans l'exercice d'un droit de contrôle. Il faut aussi savoir que le Sénat, politiquement, est opposé à Emmanuel Macron, hein, donc il y a aussi une lecture politique de cette affaire, et les sénateurs ne s'en privent pas quand ils disent, au fond, on a très peur pour Emmanuel Macron, est-ce que sa sécurité était bien protégée? Il y a aussi un peu des larmes de crocodile, on voit bien, mais c'est intéressant parce que tout d'un coup, les sénateurs sont apparus dans la lumière. Alors, la façon que vous avez de raconter le travail des sénateurs fait écho à l'extrait de film qu'on a vu de Pierre Schoeller, parce qu'on est là comme dans l'enquête des coulisses du pouvoir. Vous aviez vu l'exercice de l'État, Bien sûr, mais c'est cultissime pour moi. C'est vrai? Je connais plein de scènes, des répliques, le crocodile, la scène dans la roulotte, et puis l'accident tragique final avec le chauffeur qui est chômeur, qui est embauché parce qu'il est chômeur. Est-ce que votre choix d'être journaliste, le choix de votre métier relève aussi de la même curiosité, même urgence d'enquêter sur la façon qu'a le pouvoir d'être fabriqué? Alors, il relève plutôt d'une curiosité, mais c'est vrai que, justement, je trouve le pouvoir passionnant. Alors, je pense qu'il ne faut pas être fasciné par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, devenir journaliste politique parce qu'au fond, on est un politique rentré ou raté, ou ça ne va pas du tout. Il faut l'observer comme on observe tout. Mais c'est vrai que le côté tragique du pouvoir m'intéresse. Et d'ailleurs, j'en reparlais avec ma famille il n'y a pas longtemps, il se trouve que j'avais un arrière-grand-père qui était le traducteur de Shakespeare en français dans la collection bilingue. Il était prof d'anglais. Et le fait que mon arrière-grand-père ait traduit Le Roi Lear, par exemple, après coup, aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est intéressant. Lui aussi, ça devait le passionner. Quand vous mettez au grand jour les révélations de l'affaire Benalla, vous rendez visible ce qui avant était invisible. Et ça, c'est une thématique qu'on trouve souvent dans vos films, Pierre Schoeller. L'invisibilité du pouvoir que
vous essayez de saisir. Ça, c'est assez fondamental, en fait. Le pouvoir a cette nature d'invisibilité. C'est-à-dire que même, et c'est Foucault qui dit ça dans un texte que je n'ai jamais retrouvé, il dit que là où le pouvoir se rend visible, il n'est plus pouvoir. C'est un grand paradoxe, un grand mystère. Je pense que ce qu'il y a on ne peut pas s'épuiser à regarder ces questions de pouvoir et de l'humain, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche à regarder ces figures de pouvoir? C'est pas pour faire un traité d'analyse politique c'est juste parce que c'est humain, et ça révèle des choses sur l'humain. Et donc, et le fait que il y ait une part de mystère très très profonde, très ancrée dans la nature du pouvoir, nous renvoie à un mystère, mais qui n'est pas un mystère religieux, qui est un autre mystère, qui est un mystère peut-être plus ancien, qui a à voir avec la violence, qui a à voir avec l'identité des choses, avec le rapport de force, à des choses très 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 archaïques en fait. Et ça, c'est aussi très fort. Mais comment vous montrez ça à l'écran? Parce que le paradoxe, c'est que vous voulez rendre visible quelque chose qui est invisible. Je fais échec. Dès qu'il y a une première image, je fais échec. Échec? Ah oui? Je fais échec, forcément. Vous êtes et c'est pour ça. en permanence. Non, c'est pas être frustré. C'est pour ça que le film s'ouvre par un rêve. C'est bien pour vous dire... Un rêve qui a marqué tous les esprits de ceux qui l'ont vu. On voit cette femme qui rentre dans la gueule d'un crocodile. Voilà. C'est bien pour dire qu'il y a quelque chose... C'est pour dire on est dans une fiction, on est dans des questions de représentation. On n'est pas là pour dire aux spectateurs « Attendez, on va essayer de vous dire une chose définitive, objective du pouvoir ». Ça, je pense que la tentative, elle est vaine. La fiction donne une grande liberté parce qu'on peut inventer des choses. Vous ne pouvez pas, Ariane Chemin. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la fiction, elle peut, dans le cas du politique, être beaucoup plus vraie, par exemple, qu'un documentaire. On a vu que sous la présidence de François Hollande, les portes de l'Élysée étaient grandes ouvertes. Et je me souviens de cette phrase géniale de François Hollande, qui a quand même le sens de l'humour, qui avait dit « On entend très bien le bruit des graviers dans les documentaires qui ont été tournés pendant cette période », comme si, au fond, le documentaire était obligé de montrer tout ce qui était cinématographique, un lever de drapeau, le crissement des pneus dans la cour de l'Élysée. Or, la fiction, et c'est ça qui est intéressant dans le film de Pierre Schoeller, c'est qu'il y a toujours ces petits rappels. Le crocodile, il est là pour dire on est dans la fiction, et pourtant, parfois, c'est plus vrai que nature. Et cette fameuse scène dont vous parlez au début, il y a aussi la fête avec le membre du cabinet. Ça m'a rappelé quelque chose de très précis que j'ai lu il y a quelques jours dans le Parisien, où on racontait que les huissiers de l'Élysée en avaient marre de l'équipe autour d'Emmanuel Macron, parce qu'ils ouvraient les portes en tapant dedans avec le pied, et que les portes de l'Élysée étaient toutes abîmées. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment dans une fiction de Pierre Schoeller, ça aurait été parfait. Alors, on a envie de savoir, vous, comment vous procédez concrètement dans votre travail. J'ai dit que vous étiez à l'origine de la révélation de l'affaire Benalla. Comment est-ce que vous procédez? Vous voyez cette vidéo de Benalla, soi-disant Benalla à l'époque, qui casse la figure de manifestant à l'aide d'un casque. Et comment vous enquêtez? C'est exactement ce que Pierre Schoeller disait. Au fait, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi fort que pendant ces 2 mois et demi où la vidéo est visible par tout le monde. Elle est sur YouTube. Et en fait, personne ne la regarde plus que ça, parce qu'on ne peut pas imaginer que sous ce casque, que le bras dans le brassard est celui d'un proche conseiller de l'Élysée. Donc c'est au fond là où le pouvoir montre sa force, 2 mois et demi. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, grâce aux auditions, etc., pendant 2 mois, au bout de 2 mois, à l'intérieur de l'Élysée, on se dit, bon, allez, là, c'est bon, ça ne va plus sortir, c'est cool, Benalla peut revenir. Et en fait, non. Surtout qu'on ne sait pas du tout qui c'est à l'époque, Benalla. Personne ne sait qui c'est. Mais non, et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'au fond, c'est un personnage qui est omniprésent. On l'a vu après, parce que quand son identité a été révélée, tout le monde a cherché des photos, on voit qu'il est tout le temps là. Et c'est aussi peut-être un travers de la presse politique. C'est-à-dire qu'on regarde peut-être trop les personnages principaux de la scène et pas les personnages secondaires qui sont souvent beaucoup plus intéressants. Un chauffeur, on l'a bien vu sur François Mitterrand, qui a raconté des années après la vraie vie de François Mitterrand, c'est son chauffeur. Ou le médecin. Ou le médecin. Le médecin qui est crucial pour comprendre... C'est complètement romanesque, en fait, et ça, c'est ce que vous dites. C'est pas de la fiction, mais on est en plein roman. C'est romanesque, et c'est aussi peut-être pour ça que cette histoire Benalla a autant intéressé, c'est qu'elle est très simple à comprendre. C'est pas comme une histoire de fonds cachés dans des paradis fiscaux où on comprend rien, il y a 10 000 acteurs. Là, elle est simple, il y a le prince, le conseiller du prince. C'est facile. Vous employez encore un lexique monarchique depuis le début de cette émission. Vous pensez que c'est ça? En fait, il y a un parallèle entre le pouvoir tel qu'il exerçait aujourd'hui et la monarchie. L'une des scènes les plus intéressantes pour moi du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, évidemment avant les Gilets jaunes et avant Alexandre Benalla, c'est ce besoin qu'il a eu le jour de son investiture, enfin le jour, pardon, de sa déclaration de candidature, de se rendre à la basilique Saint-Denis seul
et de caresser les gisants, un peu comme d'ailleurs François Mitterrand. Cette scène est hallucinante, comme s'il cherchait une onction royale. Mais, oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter, c'est très très bien. Et je suis assez d'accord avec tout ça. Après, si on essaye de se projeter un peu dans ce qui se passe aujourd'hui et peut-être après, on a un peu l'impression de vivre les dernières heures de la Ve République. En tout cas, c'est posé. C'est une question qui est posée et qui se pose aujourd'hui comme elle n'a jamais été posée. Et ce qui serait très étonnant, parce que finalement, Louis XVI est tombé comme le dernier roi, et Macron tomberait comme le dernier président de la Ve. De la Ve, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de République. Vous pensez que c'est une nouvelle constitution? Oui, il nous faut une constitution. On ne va pas changer non plus. Voilà. Mais ce n'est pas du tout établi. Et puis, il y a une autre chose qui me semble... que j'ai un peu en tête en ce moment, c'est d'associer le mot énergie et politique. C'est-à-dire que il y a dans le mouvement des Gilets jaunes une dimension d'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie émergée et une grande partie une petite émergée et une petite émergée. Et ce qui tient le mouvement, c'est la partie qui est sous l'eau. C'est l'invisible. Voilà, c'est ça qui tient, c'est ça qui fait force, c'est ça qui fait que ça dure. Et on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans cette partie émergée, elle est là. En tout cas, c'est quelque chose de profond du pays et surtout de sa population qui agit. Et qui peut-être détient le pouvoir aussi. Le pouvoir n'est pas que du côté du souverain, il est aussi du côté du peuple, c'est ce que vous rappeliez. Oui, mais alors là, c'est compliqué parce que si on se met comme équation politique un président et le peuple, la Ve, c'est pas une république. La République, elle existe dans des circulations de représentation. Et si on est vraiment dans cette équation un président et le peuple, ça veut dire qu'on est déjà dans un régime, un régime populiste. Le pouvoir n'est pas incarné uniquement par les hommes et les femmes politiques, mais aussi par de plus en plus d'ailleurs des personnalités, soit peut-être des journalistes, mais aussi des artistes, des écrivains. Vous aviez notamment, Ariane Chemin, enquêté sur Michel Houellebecq. À l'époque, il vous avait fait un procès pour vous remercier de votre enquête. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher? Mais rien, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'avais réalisé effectivement à ce moment-là que le pouvoir, il échappait de plus en plus au monde politique. On le voit, les politiques sont fragilisés, c'est très difficile d'être un politique, puisqu'on parlait des Gilets jaunes, la scène d'un pantin habillé comme Emmanuel Macron sur une guillotine, moi ça me fait horreur, hein. Je trouve ça absolument abominable. Et en même temps, c'est le revers d'une pièce d'Emmanuel Macron disant « Les Français n'ont pas voulu la mort du roi », il l'avait dit dans le 1, le magazine Le 1, il a lui-même... Il a dit « Venez me chercher ». Bien sûr. Il faut se souvenir de cette parole. Qu'ils viennent me chercher. Qu'ils viennent me chercher. On trouve sur le dos des Gilets jaunes. C'est extraordinaire. Ouais. C'est quand même extraordinaire qu'un président... Oui, c'est lui qui s'établit de manière frontale, une opposition qui établit de manière frontale une opposition entre lui et le peuple. Il faut bien comme voir un souverain, comme un monarque. Voilà. Et donc, dans la crise des Gilets jaunes, on voit qu'il est affaibli au point de se retrouver, donc on avait dit, sur des ronds-points, défiguré, moqué. Les violences verbales sont quand même très très fortes, dans des registres dont on n'avait pas l'habitude. Et pendant que ce pouvoir politique s'affaiblit, effectivement, moi je trouve que le pouvoir se déplace dans des mondes plus inconnus, l'économie, la culture. Et ce qui m'avait frappé effectivement avec Michel Houellebecq, c'est que je me suis rendu compte que, en venant parler de littérature alors que je n'étais pas journaliste littéraire, et bien tout d'un coup, ça n'était pas possible. Donc, c'est-à-dire que c'est ça à quoi Michel Houellebecq s'est opposé. J'étais pas dans un service littéraire, je n'étais pas une journaliste littéraire qu'il connaissait, je n'étais pas Frédéric Becbédé, par exemple, qui écrit sur lui et qui va à son mariage. Et donc, tout à coup, il a voulu me fermer les portes de cette enquête. Je n'ai pas renoncé, il a fait un procès, on l'a gagné. Mais je me suis rendu compte qu'au fond, la culture, c'est un monde de pouvoir, parce que c'est aussi d'ailleurs un monde où l'économie a un grand rôle. C'est-à-dire que l'auteur Michel Houellebecq vaut très cher, et d'une certaine manière, pour les journalistes littéraires, le contact que vous avez avec, le lien que vous avez avec Michel Houellebecq, il vaut aussi très cher dans une rédaction. Quand vous avez le portable de Michel Houellebecq, enfin, il n'a pas de portable, mais quand vous avez le téléphone de Michel Houellebecq ou son mail, eh bien, ça vaut cher. Et donc, c'est comme le monde de l'économie, il est très très difficile à pénétrer, alors que le monde politique, il est très facile. Une interview d'un politique, c'est simple. Les politiques sont de bons clients, comme on dit, pas rancuniers, c'est facile. Tout à l'heure, Pierre Schoeller et Patrick Rambaud disaient que pour exercer leur métier, il fallait, selon Flaubert, se défaire de soi-même, se déprendre de soi-même. Est-ce que c'est la même chose quand on est journaliste? Oui, bien sûr. Il faut, bien sûr. Parce qu'en même temps, on se dit que le journaliste va quand même aussi exprimer
un avis, que la neutralité absolue n'existe pas. Et... Bien sûr, l'honnête subjectivité, comme disait Hubert Beuve-Méry, voilà, c'est la formule consacrée dans notre journal, mais c'est assez vrai. Oui, bien sûr, il faut s'en déprendre. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, à l'heure où la vérité est quand même très très mise à mal, je pense qu'il faut revenir aux formes, au fond, premières du journalisme, c'est-à-dire le reportage, l'enquête. Qui sont beaucoup mises à mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, avec la multiplication des chaînes Tout Info, etc., on a beaucoup plus d'éditorialistes qu'avant. Et je pense que précisément, comme malheureusement la presse se comporte mal économiquement, donc ça coûte très cher. Et le soupçon aussi est jeté sur la presse, le la part des soupçon est jeté, notamment, donc je pense qu'il faut revenir au cœur du journalisme. Et est-ce qu'il y a dans le journalisme, tel que vous le pratiquez, des sujets tabous, des choses où vous ne pouvez pas aller ? Je ne vais pas quand je connais les personnes. C'est-à-dire que je ne veux pas faire quand je connais... C'est pour ça qu'il faut garder une distance, mais d'une certaine manière, quand je connais les personnes, je suis quand même bien élevée, polie, je ne vais pas leur faire de mauvaise manière. Je n'ai pas envie de faire une enquête sur quelqu'un que je connais très très bien. Donc à ce moment-là, je dis non, moi je ne peux pas, mais ça m'arrive assez rarement parce que je ne fréquente pas tellement le monde des puissants. Donc, Pierre Schoeller, vous, en tant que cinéaste, vous avez cette responsabilité de montrer des choses que les gens ne voient pas. C'est ce que vous disiez sur l'invisibilité, mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attaquerez jamais, des choses que vous ne voulez pas montrer ? Je ne peux pas vous dire. Ouais. Non, ça serait très compliqué pour moi de filmer une scène où je n'ai pas une petite entrée d'empathie. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait un film après l'exercice de l'État sur l'assassinat du préfet Erignac avec un commando, avec les heures de garde à vue du commando corse. Et c'était très compliqué parce que je devais filmer, c'était pas des êtres de fiction, c'était c'est des figures, je pouvais même pas les appeler des personnages. Donc il y avait une dimension de respect, de respect de l'humain en fait, que vous êtes, je dirais presque de la renommée, enfin de la réputation au sens ancien du terme. Vous pouvez pas non plus atteindre à la réputation de quelqu'un. Ça lui appartient. Il faut faire attention avec ces choses-là. On ne peut pas non plus se substituer jusqu'à un certain degré à une personne. Donc, vous pouvez juste vous engager dans ce que vous sentez, au plus proche de ce que vous sentez. Mais ce qui vous donne non seulement une responsabilité, mais un grand pouvoir. Là, on parlait de Michel Houellebecq, Ariane Chemin, de comment vous avez voulu enquêter sur cette personne. Vous-même, dans votre travail, et vous aussi, Pierre Schoeller, vous exercez un certain pouvoir. Oui, mais il ne faut pas Surtout vous, là, récemment, vous faites sortir l'affaire Benalla. Quand on est journaliste, on ne peut pas se vivre comme un justicier. Je pense que forcément une petite part d'empathie. Alors évidemment, les investigateurs vont hurler si je dis ça, mais je vais le dire quand même. Moi, quand Alexandre Benalla est envoyé en prison, je ne vais pas sabler le champagne, jamais. Quand je vois, j'avais parlé des ronds-points avec Emmanuel Macron guillotiné, ça ne m'amuse pas tellement. Vous voyez, donc je pense qu'on a forcément une part d'empathie. Sauf quand vous parlez d'un monstre, d'une certaine manière, les monstres, j'en ai rencontré 2 fois, je me souviens, et là, c'est difficile. Olivier Corel, celui qu'on appelle l'émir blanc, qui était à l'origine des départs en Syrie, de Klein, qui a connu tous les djihadistes qui ont commis les attentats de Paris, et puis Robert Forisson. Alors là, c'est évidemment pas du tout pareil. Mais sinon, vous avez forcément une part d'empathie, ce ne sont pas des monstres. C'est la rencontre avec l'ennemi, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Mais faut pas non plus qui en parle, hein. Enfin, le journalisme doit pouvoir instiguer partout. Sinon, c'est la limite à l'instigation. Et qu'est-ce qui est en jeu dans tout ça ? C'est l'opinion, en fait. En fait, en travaillant sur Un peuple et son roi, je me suis aperçu à quel point c'était précieux, cette notion de liberté d'opinion. Et la liberté d'opinion, elle doit être dans ceux qui écrivent et dans ceux qui lisent.
C'est une réciprocité, c'est un contrat égalitaire. Et dans ceux qui nous regardent et qui attendent vos choix littéraires, vous savez que, comme à chacun de mes invités, je vous ai demandé de venir avec 2 ou 3 livres de chevet, des livres qui ont compté pour vous, qui vous accompagnent depuis longtemps. Il nous reste quelques minutes pour en parler. Dites-nous quelques mots de chaque livre. Ariane Chemin, quels sont les ouvrages que vous avez apportés? Le ravissement de Loge Weinstein de Marguerite Duras, parce que c'est comme un rêve, c'est le temps du bal. On l'oublie, en fait, il faut le lire tous les 10 ans, parce qu'effectivement, l'auteur raconte le retour 10 ans après, dans une salle de bal d'un casino, et tout est un peu vaporeux, on ne sait plus si c'est vrai, si ce sont les souvenirs, voilà. Ensuite, plus récent, j'ai adoré ce livre de Judith Louzès, Honoria, qui raconte une histoire de pouvoir d'ailleurs. Elle retrouve dans les archives à Londres une princesse qui a été amoureuse d'une affranchie, et elle raconte à la fois le bas empire romain, la fin du bas empire, et ça fait plein d'allers-retours avec l'époque actuelle, la barbarie, après Charlie. Et en plus, c'est très drôle parce qu'elle a beaucoup d'humour. Voilà. Un autre livre récent qui m'a beaucoup marqué, parce que ça, parce que je suis journaliste, je pense, qui est le livre de Daniel Schneiderman qui s'appelle Berlin 1933, puisqu'il raconte, il essaie de comprendre pourquoi il y a eu cette myopie des journalistes européens à Berlin entre 1933 et 1939. Et il donne plein d'explications. Sur la presse internationale. Voilà, les journalistes qui sont partis là étaient germanophiles, ils ne sortaient pas de Berlin, c'était des journalistes politiques, et tout ça a contribué à cette myopie. Voilà. Et alors ensuite, un livre, j'ai honte, acheté sur Amazon, parce qu'il est malheureusement épuisé, pas réédité. Oui. En plus, je pense qu'il a été volé dans une bibliothèque. Bon, c'est encore plus honte. Et ça s'appelle La renfermée de Marie Souzini. Et c'est un livre merveilleux qui a été écrit au début des années 80, qui raconte quelqu'un qui n'a jamais le mal du pays, c'est-à-dire qui est corse, qui est toujours heureuse de quitter la Corse et d'arriver en Corse, mais qui à chaque fois vit une sorte d'effroi. Et au fond, je trouve que ça habite le beau mot, malheureusement très mal utilisé aujourd'hui, de cosmopolitisme, c'est-à-dire, je me souviens de cette phrase qu'elle dit « Je n'ai jamais eu le mal du pays », et elle raconte, quand elle arrive en Corse, à la fois sa joie et en même temps son soulagement d'en partir 15 jours après. Avec des photographies de Chris Marker. Exactement. Pierre Scholler, il nous reste 2 minutes pour écouter vos choix littéraires. Henri Michaud, Façon d'endormir, façon d'éveiller, qui est un livre qui m'a beaucoup appris, qui m'a transformé, et qui m'a appris à écouter ce qu'on d'habitude on écoute peu ou qu'on ne vous apprend pas à écouter, qui est l'intuition, qui est le moment du rêve, le moment du réveil, le moment de l'endormissement. Que faire une sieste pouvait produire des grandes choses, par exemple. Et cette écoute comme ça, un peu flottante à son imaginaire, à ses sensations, ça vient de là. Voilà. Bien. C'est noté. Ça, c'est Svetlana Alexievitch, La supplication, un livre que j'ai découvert il y a très peu, qui est... je suis ému parce que c'est tellement incroyable. La démarche, la qualité, ce qu'elle raconte, ce qui est retranscrit, c'est un livre que vous pouvez lire et relire et relire. Et je sais qu'il va m'accompagner. Voilà, il va m'accompagner longtemps. Donc je suis très très heureux. Et puis un livre que m'a conseillé une amie écrivain que je suis en train de lire, qui est le livre que je suis en train de lire en ce moment, Anna Lovenhoop-Singh, Le champignon de la fin du monde, qui est un livre sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Ça me paraît un joli programme. Bon, merci à tous les deux, merci pour votre générosité et pour vos choix littéraires. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson, un lien avec le sujet. C'est parfois du rock, parfois de la pop. Aujourd'hui, chanson française. Tout est au Duc de Charles Trenet. Attention, tout est au Duc ici, monsieur, tout est au Duc, tout est au Duc, tout est au Duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le Duc a. Le Duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le Duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux, il est nerveux, et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du Duc. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.